On n'a pas le droit aujourd'hui d'être libre, d'être qui on a envie d'être sans être jugé, critiqué ou pointé du doigt. J'apporte une grande importance à la liberté, qu'elle soit liberté d'être, mais aussi la liberté de penser. Je n'en voudrais jamais à quelqu'un de ne pas avoir les mêmes idées que moi. On débattra, peut-être qu'on arrivera à se mettre d'accord sur des choses, ou pas, peu importe. Pour moi, c'est des droits fondamentaux, et j'ai besoin de le rappeler. On dit Chor-Guignac, et c'est du basque. Ce roman, c'est l'histoire de Maider. Maider, c'est une jeune femme qui est issue d'un clan de femmes, un clan de Chor-Guignac, de sorcières. Elle est plutôt électron libre et indépendante. Elle revient que pour certaines cérémonies auprès des femmes de sa vie. Et un soir, au cours du solstice d'hiver en décembre 2004, elle disparaît. Et on va revenir 1 an plus tôt et suivre l'histoire de Maider. Après, pour moi, il est difficile d'en dire plus. Comme d'habitude, j'ai horreur de pitcher mes romans. Il y a des choses qui ne changent pas. J'ai toujours peur d'en dire trop. Donc voilà, c'est son histoire, c'est l'histoire de ce clan. Ça se passe au Pays Basque en 2004. Et je vous emmène vraiment dans un monde où l'histoire, la petite histoire et la grande histoire se mêlent. Alors le Pays basque et les légendes de cette région sont vraiment au cœur de ce roman. Qu'est-ce qui t'a poussé à explorer cette région et ses mythes pour construire ton intrigue? Alors au départ, c'est des raisons personnelles, puisque mon fils que tu connais, que Fred connaît, que beaucoup de monde connaît, habite au Pays Basque depuis quelques années maintenant, et je suis complètement tombée amoureuse de cette région où je ressens une énergie qui est hyper positive chaque fois que je suis là-bas. Je suis trop bien. Je pense que si je pouvais y déménager, c'est ce que je ferais. Et puis, à force de visite, je me suis intéressée aux légendes, que je trouvais fascinantes. J'aimais cette façon de marier les cultures ancestrales et la modernité, parce que la culture d'avant et les rites païens sont encore malgré tout très présents aujourd'hui. Et puis j'ai lu Mona Chollet, Sorcière, le pouvoir invaincu des femmes, qui est un essai qui est assez féministe. Et je me suis dit que les deux se mariaient super bien en fait. Donc j'avais l'histoire des sorcières, l'histoire sociologique, et l'histoire, la grande histoire qui me permettait de réunir les deux. Et le Pays Basque se prêtait magnifiquement à cette histoire. J'aurais pu la faire ailleurs, des chasses aux sorcières, pardon, en Europe, il y en a eu quelques-unes. Mais voilà, ça me permettait de mettre en avant une région que j'aime particulièrement. Dans ton roman, les descendantes des sorcières, ce sont des femmes qui vivent en retrait, qui perpétuent des traditions qui les rendent à la fois mystérieuses et vulnérables. Est-ce que tu penses que ces sorcières, elles représentent avant tout des femmes persécutées pour avoir osé vivre en dehors des normes sociales, ou c'est plutôt des figures de résistance et de liberté? Oh, alors ça, j'ai envie de dire que c'est votre analyse à vous, lecteur, parce que quand tu l'écris, tu penses pas à ça en fait. Moi, quand j'ai décrit ce clan de femmes, je me suis pas dit est-ce qu'elles sont résistantes, est-ce que ça se mariait juste tellement bien avec ce que je voulais dire, et puis c'était aussi un hommage aux femmes de ma vie. Et nous, on est d'une famille avec des femmes très fortes, et j'avais envie de ce clan de femmes fortes. Après, quand tu veux te protéger d'agressions extérieures, souvent tu restes en repli. Et donc c'est un peu naturel aussi de vivre excentré du reste du village. Et puis les sorcières habitaient souvent excentrées des villages, pas forcément au cœur des villages. Tu sais, c'est pas une réflexion en particulier, c'est vraiment tout qui s'imbriquait et qui faisait que c'était une évidence en fait de les faire habiter plus loin. Et puis cette maison, je l'avais dans la tête. Donc il fallait bien que je la mette plus loin. Elle pouvait pas être placée, je pouvais pas la prendre et la mettre dans le bourg. C'était pas possible. Mais tes héroïnes, elles vivent quand même fort à la marge et assez loin des conventions. C'est une critique implicite de la société actuelle ou finalement les femmes qui ne rentrent pas dans le moule, bah, elles sont jugées, voire même exclues? Je pense qu'il y a un peu des deux. Je pense qu'il y a un peu des deux. Quand on ne respecte pas les normes sociales, on est souvent mis à l'écart, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Tu n'as pas le droit en tant que femme, c'est même encore en 2024, c'est compliqué de ne pas vouloir d'enfant. C'est pas normal. Voilà. À l'inverse, t'en veux beaucoup, c'est pas normal non plus. Donc, tu sais, il y a toujours cet équilibre qui est difficile à trouver, et je pense que alors ça reste des discussions que j'ai souvent avec mon compagnon sur les discriminations, la place de la femme, et on paraît toujours très révolutionnaire, mais on n'est pas révolutionnaire, c'est juste que
les évolutions aujourd'hui ne vont pas dans le bon sens, que, pas forcément en France, mais dans beaucoup d'endroits du monde, les droits de la femme reculent. C'est une catastrophe et je pense qu'on a aussi envie, nous, femmes européennes, dans un pays, où tout va relativement bien quand même, on n'a pas à se plaindre, hein, voilà. On a envie de prendre les armes pour les autres aussi. C'est pas que notre combat à nous égoïstes, c'est un combat collectif. Je m'égare là, ça y est, je suis partie. Non, mais vas-y. Et tu as une idée, toi, pourquoi la figure de la sorcière continue autant à fasciner encore aujourd'hui? Parce qu'elle est présente partout. Tu lis, quand les enfants sont petits, on leur raconte des contes de fées avec une méchante sorcière. Là, c'est des choses qui restent. Regarde un Disney Maléfique. Alors, pour le coup, celui-là, il est bien, parce qu'on a une image qui est autre. Mais on écrit des histoires encore aujourd'hui où la sorcière, c'est une image mauvaise. Encore aujourd'hui, dans les livres pour enfants, la sorcière est méchante. On n'a jamais une gentille sorcière. On a des bonnes fées et des méchantes sorcières. Mais on n'a pas des gentilles sorcières et des méchantes fées. Tu vois, il y a toujours ces biais et ces images qui sont ancrées, en fait. Elles sont ancrées et on se les transmet. Alors que pourtant, finalement, la sorcellerie, c'est un peu une recherche de savoir ou de connexion avec la nature ou même de pouvoir personnel, en fait. La vraie sorcellerie, c'est juste avoir un diplôme de médecine avant l'heure. C'est connaître les plantes, savoir lesquelles utiliser pour panser une plaie, pour faire passer un mal de tête, les sorcières. Et alors, je voudrais pas dire de bêtises parce que j'ai plus exactement en tête. Le mot basque shorgin, au départ, c'était vraiment la coucheuse, la sage-femme, celle qui avait la connaissance. On est loin des images de sorcières, en fait. On est vraiment sur la plante, l'accouchement, voilà, ce genre de choses. Et dans ton roman, tu as quand même une héroïne qui porte un petit peu le poids des traditions familiales, qui lui semble quand même assez lourd. Comment est-ce que tu as travaillé la dimension psychologique de ce personnage, puisque finalement elle est distante, mais elle y revient toujours? Ben, en fait, Maïder, elle a beaucoup de moi. C'est l'aîné de la famille. Et quand on est l'aîné d'une famille, que ce soit conscient ou inconscient, on porte un poids sur les épaules. On est celui de qui on attend quelque chose. Moi, j'ai 2 petites sœurs, j'ai pas de frère, donc je suis l'aînée. Et ce poids, je pense que je me le suis mis moi, enfant déjà, en voulant défendre mes petites sœurs, mais aussi inconsciemment par mes parents parce que je suis l'aînée. Tu le vois avec des petits-enfants, par exemple. Mon fils est l'aîné des petits-enfants quand il y avait une dispute, mais comme nous petits. C'est à l'aîné qu'on dit « fais attention aux petits, fais pas ça parce que les petits vont faire pareil ». Et Maïder, c'est ça. L'aîné, il a toujours ce poids de génération en génération. C'est à lui qu'on confie les secrets en premier. Voilà. Et Maïder, je l'ai construit comme ça. En fait, c'était facile. Elle a de moi pour ça. À un moment, tu perçois quand même que plutôt qu'une charge à porter, c'est un héritage de pouvoir. Bien sûr. Mais tout ce qu'on porte, suivant comment on l'utilise, suivant comment on le manie, on peut en faire une force. Je dis bien, quand on me parle de ce roman, du fait que ça s'appelle Shorginiac, je dis oui, ça parle de sorcière, mais ce n'est pas un roman fantastique. Quand on parle de magicienne, etc., tu rentres dans une dimension qui est fantaisie. La sorcière, l'image de la sorcière, pas du tout. Mes sorcières à moi, elles bougent pas leur nez pour faire apparaître ou disparaître leur belle-mère, tu vois. Pourtant, ce serait bien des fois. mais le message est passé. Voilà, mais non. Quand on voit la couverture, elle interpelle. On en parle beaucoup, là, dans ma petite oreillette aussi. Tu disais tout à l'heure, attention, on n'est pas chez Samantha et Jean-Pierre, surtout pas. Mais est-ce que tu as beaucoup de lectrices, de lecteurs qui viennent en pensant, justement, alors les policiers s'habillent pas comme ça, en tout cas pas chez moi. Ah non. Mais est-ce que tu as besoin de rappeler ça en voyant cette couverture très regarde, si je me mets de dos, ça passe. Ça peut le faire. Avec une petite ambiance. Oui, j'ai mis la couleur comme la couve. Non, c'est une très très belle couve. Est-ce que tu veux nous en dire un mot? Parce que justement, quand tu dis attention, on n'est pas sur un roman fantastique,
On est à la frontière, mais tu n'aimes pas les cases, moi non plus, c'est parfait. Mm. Est-ce que tu veux nous dire de quoi parle cette couve? C'est, je voulais une image mystérieuse. Donc là, on est en plein dedans. Euh, c'est une sorcière, donc voilà, de dos, on devine tout de suite que c'est une sorcière. C'est déjà prendre un risque de mettre un titre qui n'est pas français. Donc, s'il n'y a pas un élément sur la couverture qui te donne une idée de ce dont on va parler, commercialement, c'est compliqué. Donc, je me suis dit, bon, il faut que je trouve une sorcière, enfin, quelque chose qui rappelle la sorcellerie, qui attire à la sorcellerie. Après, c'est à moi, quand j'en parle, de dire que ce n'est pas un roman de fantasy ou fantastique. Mais le fait qu'il y ait ce doute, ça fait venir d'autres personnes quand même en salon. Parce que cette couverture, elle intrigue. Et de fait, je discute beaucoup plus de son contenu avec des gens qui ne seraient pas venus naturellement me voir. Parce que ça les questionne. Donc moi, cette image, quand je l'ai choisie, alors il y en avait deux autres, on en avait parlé avec les garçons, et celle-là, elle allait pile poil. C'était intriguant, mais pas trop. On suppose que c'est des sorcières, mais sans tomber dans le fantastique. Il n'y a pas le dragon, les trucs, les machins, et qu'on peut avoir sur des couvertures de fantasy. Donc, on est vraiment, comme tu dis, à la frontière. Et l'image était parfaite, et le fait qu'on ait rajouté, qu'on ait gardé sa couleur originale, puisqu'au départ, la couleur est comme ça, hein, et qu'on n'ait pas remise en noir et blanc, comme c'était le cas de toutes les couvertures IFS, ça lui apporte vraiment quelque chose, et ce violet est juste sublime. Pour ce sujet, est-ce que tu as été voir des personnes, des témoignages? Est-ce que tu as lu des bouquins? Est-ce que tu as regardé la télé? On veut savoir comment travaille Ophélie Cohen quand on enquête. Vous allez tout savoir. Alors, il y a eu le Mona Chollet d'abord. Et puis j'ai cherché sur YouTube et je suis tombée sur la chaîne de Julien Joulen, ou Roulen, en basse, je sais pas trop comment on le dit, qui est un guide qui a organisé ce qu'on appelle la marche des sorcières, dont j'ai beaucoup parlé sur Facebook, qui est une marche entre deux villages, le village de Sarre, qui est en France, au Pays Basque, et le village de Zugarramurdi, ou je ne sais jamais le prononcer, qui est en Espagne, où on a eu les chasses aux sorcières espagnoles. Et donc c'est une marche qui dure un peu plus de 3 heures, au cours de laquelle il raconte l'histoire de la chasse aux sorcières en 1609, mais il raconte aussi qui sont les sorcières, ce qu'elles sont, il fait participer les enfants, enfin voilà. Donc je suis tombée sur ces vidéos qu'il avait construite pendant le confinement. Donc il y parle de la langue basque, du Pays basque, des sorcières basques, d'autres légendes, légendes basques évidemment, hein, mais aussi la légende de l'Ankou et une autre légende de l'autre côté de l'océan au Canada. Donc il y a eu ça. Et puis j'ai lu pas mal de livres et je suis allée chercher, vous avez de la chance, je l'ai à côté, j'ai commandé ce livre, l'histoire de la sorcellerie au Pays basque, et le pavé là, voilà, qui m'a pas mal aidé sur la partie historique. Donc il y a eu ça, la marche des sorcières, je suis allée la faire une fois en cours d'écriture, j'ai adoré. Et puis je l'ai refaite après l'écriture. J'ai regardé un film aussi que je vous conseille, qui s'appelle Les sorcières d'Aquelarre, qui est un film espagnol sur la chasse aux sorcières en 1609, qui m'a transportée, qui m'a beaucoup inspirée sur certaines scènes, certaines paroles que j'ai mises dans la bouche du père Lancrest, que vous découvrirez. Voilà, ça a été vraiment quasiment 4 mois de recherche, et puis des livres de vraie sorcellerie moderne, de Wicca, pour trouver des formules magiques, parce qu'il faut aussi quand même qu'il y ait un peu de magie dans ce roman non magique. Donc voilà, ouais, ça a été pas mal de boulot, mais je me suis éclatée à le faire. Et j'ai appris énormément de choses. Et tout ce que j'apprends, pour moi, c'est gagné. Enfin, je suis quelqu'un de très curieux de nature, donc c'est du bonheur de s'enrichir de cette manière-là et de découvrir d'autres choses. Et puis plus tu grattes, plus tu as envie de gratter et d'en découvrir. Après, le risque, c'est de plus s'arrêter, de continuer à chercher, de rien écrire. Donc il y a un moment, tu es obligé de mettre des barrières. Mais je me suis régalée à faire ces recherches. Vraiment, c'est passionnant. On a une question. C'est pas une question, c'est un petit message privé, mais je l'aime tellement. Salut Xavier, bienvenue. Sorcière, philosophe, non basque, tout bizarre. Vous comprenez enfin ce que je vis tous les soirs depuis un an. C'est important, les proches, quand on écrit un livre, et même plusieurs livres. 1 an, 2 ans, non mais... Je ne fais que lire. 2 ans que je suis en Je ne fais que lire, pas responsable.
Oui, Mais officiellement 1 an, mais c'est important les proches. Quand on se lance ouais. dans ce défi incroyable de Mmh mh. l'écriture, c'est important comme ça d'avoir une équipe de choc à côté de soi. Ah, c'est plus qu'important, c'est essentiel. Dire Xav serait pas là, d'abord ce roman il aurait jamais été fini, je pense. Parce que je doutais tellement que Clarence et lui m'ont mis, des coups de pied au cul, voilà, assez phénoménaux et Jessica aussi qui était mon alpha lectrice, sur ce roman-là. Sans Xavier, j'aurais pas la force, je pense, de continuer, et je le dis pas parce qu'il m'écoute, mais c'est pas un milieu facile, hein. On a beaucoup de souffrances aussi, on a beaucoup de doutes, on se soutient l'un l'autre, on partage les moments heureux, mais on partage aussi, les moments difficiles. Donc oui, enfin, sans lui, je pourrais pas tenir sur ce c'est pas possible. Donc ouais, les proches sont essentiels. Après, j'ai ma famille, c'est mes meilleurs commerciants du monde. Mes parents, ils partagent tout, mes sœurs, c'est pareil. C'est- Ouais, moi, enfin, puis je pense que ça sent dans le roman. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, ben, lisez-le. Mais pour moi, la famille, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. C'est ma colonne vertébrale. Tu es membre du collectif Les Loups du Polar. C'est important pour toi de défendre la place des autrices sur la scène du polar français, ou du moins Pas francophone? du polar francophone, c'est important de défendre. Alors, pour le coup, les femmes, mais pas que. C'est important de défendre, alors j'aime pas ce mot, mais toutes les minorités. De dire qu'il n'y a pas que des mâles alpha, hommes hétéros, qui peuvent vendre des romans et qui écrivent correctement des romans. Il y a plein de gens qui écrivent bien des romans. Alors ce collectif, il est né de ce constat-là, hein, qu'il y avait des femmes qui étaient très douées et qui n'étaient pas assez mises en avant. Mais au-delà des louves, c'est toutes les voix qu'il faut faire entendre. C'est essayer de changer le monde du livre et de ne pas en faire qu'un commerce. Alors malheureusement, c'est ça, hein, c'est un commerce, il faut vendre les livres, mais la littérature, c'est un art aussi. C'est pas que du consommable. Alors, je cherche mes mots, hein, on sait jamais, je ne sais pas qui est derrière sa caméra, je voudrais pas voilà, froisser certaines susceptibilités, mais je pense qu'il faut se poser des questions aujourd'hui sur quelle est la valeur qu'on accorde à un livre, qu'est-ce qu'on attend d'un livre. Est-ce qu'on attend quelque chose que tout le monde sait faire? Enfin, tout le monde sait faire. Ouais, je veux pas me faire des copains en disant ça, mais de quelque chose de classique? Ou est-ce qu'on veut, comme une œuvre d'art, des choses qui sont différentes, des voix différentes, des choses qui se distinguent? Aujourd'hui, les choses différentes, les voix qu'on peut mettre en avant, si elles apportent pas quelque chose, si elles apportent pas un potentiel de lecteur, une garantie, c'est compliqué. Et qu'elles soient hommes ou femmes ou que sais-je d'autre, ou elle. C'est le marché qui est comme ça en fait. Et c'est plus facile de défendre et de vendre l'image d'un homme qu'une femme, puisque les lecteurs sont majoritairement des lectrices. En termes de commerce, en termes de presse, de médias, de pub, c'est plus facile à vendre l'image d'un homme. Les lecteurs sont de plus en plus friands d'échanges comme ça, comme ce soir, on est là pour ça, pour avoir des échanges, pour que tes lecteurs puissent t'entendre. Il y a les salons, etc. Qu'est-ce qui te stimule là-dedans et puis aussi, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est parfois un peu lourd à porter? Qu'est-ce qui me stimule? Tout. Les discussions, les échanges, les selfies, moins, j'aime pas. Et puis en plus, j'ai pris du poids, machin. Ça, voilà, les selfies, je suis pas fan. Mais les discussions qu'on peut avoir avec les lecteurs, quand on a quelqu'un qui arrive avec les yeux qui brillent, qui me dit j'adore ce que vous faites, oh, mais c'est ce que je disais moi il y a 5 ans. En fait. Tu vois, il y a ce côté. Et puis échanger sur les points de vue, c'est génial. Ce qui est dur, c'est de perdre parfois dans les salons où il y a beaucoup de monde, même si c'est génial de signer à ouf, mais de perdre ce contact et de plus avoir ce temps de discussion. Ou alors, ce que je vous disais tout à l'heure, parce qu'on a eu un moment off quand même tous les trois, c'est qu'avec la fatigue, il y a des personnes que je connais depuis des années où j'oublie les prénoms. Et ça m'agace au possible, parce que déjà moi je supportais pas ça, qu'on oublie le mien, je trouvais ça nul quand je connaissais quelqu'un depuis longtemps, de me dire mais attends, quand même quoi. Et quand ça m'arrive à moi, j'aime pas, parce que j'ai l'impression de perdre ce lien privilégié, et ça j'aime pas. Donc, tout me stimule, ça reste, même si parfois c'est usant, les salons, les rencontres avec les lecteurs, c'est magique, ça reste magique.
Alors, tu as quand même à ton actif maintenant 3 romans qui sont dans des genres très variés. Tu as pris un nouveau risque avec celui-ci. Comment est-ce que tu décrirais l'évolution de ton style? Comme je suis grosse lectrice, enfin j'étais, parce que depuis que j'écris, je lis beaucoup moins, j'ai été déçue par certains auteurs. Alors j'en citerai aucun, ne demandez aucun nom, voilà, c'est tous des confrères et des consoeurs, donc, mais qui s'enfermaient dans quelque chose. Quand j'ai acheté le nouveau livre, je savais pas l'histoire, mais je savais ce que j'allais y trouver. Je savais quelle était la plume, etc. Il n'y avait pas de surprise. Et du coup, c'est encore plus dur d'avoir un coup de cœur quand tu connais déjà les choses. Et je pense que c'est important de savoir se renouveler et prendre des risques. Et puis comme tu l'as dit, j'ai été blogueuse. Donc, quand le premier est sorti, voilà, c'était c'est la blogueuse qui sort un livre. Et puis, j'étais pas la première. Donc, voilà. Le deuxième, c'est bon, c'est la confirmation. Mais le deuxième était assez proche du premier sur la manière d'écrire quand même à la première personne, etc. Et je me suis dit, le troisième, il faut que tu prouves que tu n'es plus blogueuse, que tu as des choses à dire en tant qu'auteur aujourd'hui. Mets-toi en danger. Mets-toi en danger. Salvatore m'avait dit, donc mon directeur éditorial, ce serait bien que tu essaies d'écrire à la troisième personne et au passé. Alors, je me suis dit, c'est pas naturel. Ça a été très laborieux. Mais j'avais besoin de me le prouver à moi aussi. Je pense que j'ai tellement ce syndrome, je l'ai un peu moins quand même, ce syndrome de l'imposteur, qu'il était important pour moi de me mettre en danger sur ce roman-là et de me dire, si ça passe, je continue, c'est que je me suis pas trompée. Si ça casse, peut-être que je suis pas faite pour ça et il faut que je passe à autre chose. Tu vois, mais ça fait partie de la réflexion, fais pas cette tête-là. Je pense que si j'ai pas envie d'écrire 15 livres qui soient les mêmes, 15 fois les mêmes choses. J'écrirai tant que j'ai des choses à dire et j'essaierai de me renouveler parce que je pense que c'est important, parce qu'on le doit aux personnes qui nous suivent. Je trouve que, ouais, voilà, c'est important.